Salut les demain, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer une nouvelle vidéo PLT qui arrive cette fois-ci avec beaucoup de retard, environ un mois de retard sur la news, tout simplement parce qu'à cause de mes vacances et tout ça, bon vous connaissez l'histoire. En tout cas, ce dont on va discuter aujourd'hui, c'est une information que le site Yahoo Japon, vous connaissez Yahoo, le fameux site moteur de recherche, un peu l'équivalent de Google de l'époque on va dire, nous a rapporté et a permis d'avoir une traduction de qualité d'une conférence de la Shueisha. La Shueisha étant la maison d'édition au Japon qui permet de prépublier Dragon Ball Super en manga papier dans le V-Jump chaque mois. Mais la Shueisha est aussi détentrice du Weekly Shonen Jump dans lequel vous avez eu Dragon Ball à l'époque qui a été publié chaque semaine. Vous avez en ce moment One Piece dedans, vous avez eu Naruto, vous avez eu Bleach. Pour vous citer les plus populaires, voilà Gintama, il y a beaucoup de choses, de mangas qui sont édités, qui passent par la Shueisha au Japon, et on lui oppose souvent la Kodansha en tant que concurrent, on va dire, en quelque sorte. Par exemple, pour vous citer un exemple avec Fairy Tail. Mais primordialement, celle qui pèse le plus au Japon, c'est la Shueisha. Alors je vous mettrai le lien en description de cette conférence retranscrite en japonais, pour ceux qui lisent le japonais, pourquoi pas, je pense que c'est toujours bien d'avoir la source originale, et je vous affiche à l'écran et je vous mets en description le lien également vers l'interview depuis le site dragonballsuper-france.fr, qui s'est basé sur les traductions en anglais du site Kanzenshu, et qui nous propose elle-même sa version française qui est de très très bonne qualité. Du coup je les crédite et je les remercie pour le travail fourni. Du coup si vous voulez lire avec moi pas de souci, mais si vous voulez poser le téléphone ou faire autre chose, mettre le son, augmenter le volume de vos haut-parleurs, faire quelque chose en parallèle et m'écouter, il n'y a aucun souci, c'est aussi une vidéo qui s'écoute facilement. Je ne vais pas vous soumettre de visuels importants pour la compréhension de cette vidéo là. D'ailleurs ça m'a fait très plaisir parce que beaucoup d'entre vous m'ont dit en commentaire que ça les rendait plus agréable parfois, pas sur toutes les vidéos mais sur certaines d'entre elles, d'avoir des vidéos qui s'écoutent et non pas là où il faut être attentif et suivre ce qui est affiché à l'écran tout le temps à 100% pour être sûr d'avoir une compréhension globale. Du coup, cette fois-ci, c'est ce qui va se passer. Tout le monde pourra comprendre, peu importe votre niveau d'attention de la vidéo. Allez, j'arrête de bavarder et on va rentrer maintenant dans le vif du sujet et je vais commencer la lecture. Yahoo Japon parle de l'initiative Dragon Ball Room avec le chef de section Akio Iyoku. On parle de Dragon Ball Room. La Dragon Ball Room, j'en avais déjà parlé sur la chaîne, mais ça remonte un petit peu quand même. C'est tout simplement, et on va en avoir beaucoup plus de détails dans cette news justement, c'est de ça dont il est objet aujourd'hui. C'est une sorte de bureau d'études en quelque sorte que la Shueisha a créé et a investi afin de donner, une cohérence globale, de donner de la consistance à Dragon Ball. Aussi bien à Dragon Ball Super qu'à ses produits dérivés. Et à d'hypothétiques suites, que ça soit sous le format de film, sous le format de TV spécial, sous le format de n'importe quoi en quelque sorte. Ils réfléchissent à toutes les éventualités pouvant générer du profit financièrement et plaire aux fans en parallèle. N'oublions pas que l'argent est la première motivation de la Shueisha, de la Toei Animation, et même de Toriyama, bien qu'il soit un artiste de renommée et de qualité. Alors, lors d'une nouvelle conférence de la Shueisha sur le calendrier de sortie de ses contenus en octobre 2016, je poursuis. Une section a laissé la parole à tout le monde, même s'il n'y avait pas à proprement parler de nouvelles publications annoncées. En gros, il n'y avait pas de nouvelles sagas, de nouveaux produits dérivés ou quoi que ce soit autour de Dragon Ball, mais la Shueisha devait parler de quelque chose, son nom, la Dragon Ball Room. Il s'agit de la première section de la Shueisha jamais créée dédiée à une seule franchise, qui a la charge de récupérer cette licence internationalement connue et de l'étendre le plus possible. Alors, on s'arrête là. Déjà, on comprend que Dragon Ball a un impact qu'aucun autre manga chez la Shueisha, et moi j'irai même jusqu'à vous dire dans l'histoire du manga, qu'aucun autre manga alors n'a jamais eu tout simplement. Il y a des mangas de renom qui ont existé avant Dragon Ball, et il y en a d'autres qui ont existé après, mais Dragon Ball marque quelque chose, et pas que dans nos cœurs, c'est quelque chose vraiment d'énorme. Et j'ai peur, je ne veux pas être pessimiste en tout cas, que l'on ne retrouve jamais quelque chose d'une telle ampleur que Dragon Ball. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, la Shueisha ouvre une section dédiée à une seule franchise, à Dragon Ball, pour lui créer des extensions. Et par extension, ça peut être Super, ça peut être Xenoverse, ça peut être Heroes, ça peut être pas mal de choses. Et ça peut être de tout nouveaux noms. Et ce fameux studio japonais a également connaissance de l'impact international et de l'étendre le plus possible, c'est-à-dire que ça touche le plus de population, surtout que c'est une œuvre qui a 30 ans. Donc il faut savoir comment toucher les jeunes, et parmi le monde entier. C'est une double prise de risque et c'est un double objectif difficile à réaliser. Parce que déjà, les jeunes, peu importe la zone du monde dans laquelle vous vous trouvez, ont des goûts et ont une culture différente ou qui a évolué par rapport à celle des plus anciennes générations. Et en même temps, selon la section du monde dans laquelle vous vous trouvez, chaque fan ou chaque peuple n'a pas les mêmes attentes d'une œuvre. Et tout ça, c'est bien sûr culturel. Et à la Shueisha de s'adapter. Si elle veut que son œuvre, Dragon Ball, reste, on va dire entre guillemets, immortelle et universelle. Vous m'avez compris sur le fond. Je poursuis, mais dans des termes plus concrets, que fait cette section? Et ça nous intéresse. En d'autres mots, que va-t-elle faire? Comment en est-on arrivé là?
Nous en avons parlé, bien sûr là je cite, les propos c'est pas moi qui en a parlé, donc nous en avons parlé avec le chef de section Akio Iyoku, au vu de tout ce qui a été distribué en conférence. La Dragon Ball Room est une section qui va s'occuper de tous les éléments médias entre l'auteur et les licences locales ou étrangères et aider avec la ligne éditoriale et les relations contractuelles liées à l'animation et la commercialisation de Dragon Ball et des autres travaux d'Akira Toriyama. Ça fait beaucoup de choses et de mots savants pour une explication de ce qu'ils vont faire. On va essayer de rendre ça plus facile à comprendre et de simplifier. En gros, ce qu'il faut en comprendre et en retenir, c'est que la Dragon Ball Room est une section, pour faire simple, on va dire une équipe, qui va s'occuper alors de toute la commercialisation et tout le développement, la recherche d'idées. Clairement, on est sur de la recherche de nouvelles idées. Faire vivre Dragon Ball autrement que par le passé, autrement que par vous refoutre des épisodes de Dragon Ball Z à la télé. C'est toujours agréable de revoir Dragon Ball Z à la télé, mais on veut tous du nouveau, de la fraîcheur. En gros, ils ne disent pas là qu'ils veulent poursuivre Dragon Ball Super, mais ils disent clairement qu'ils veulent poursuivre, qu'ils veulent que l'on poursuive l'expérience Dragon Ball, dans le sens global du terme, et faire un lien alors entre les idées originales de l'auteur, Akira Toriyama, et savoir comment les exporter et les transformer, selon les pays, selon les distributeurs, selon les différents éditeurs de par le monde, que chaque politique éditoriale puisse s'accorder entre elles, et de faire en sorte que chaque produit dérivé puisse correspondre de près ou de loin à la ligne éditoriale de Akira Toriyama sur ses travaux. Je m'explique, vous prenez le jeu Xenoverse, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, même si tout ce qui se passe dans Xenoverse n'est pas canon, on le sait, ça veut dire que ça ne fait pas partie de la continuité de la chronologie originale de Dragon Ball, eh bien ça garde un semblant de cohérence avec les éléments qu'a pu apporter Akira et l'univers de Dragon Ball, tout simplement parce que ça reprend le sujet des timelines, ça développe l'histoire de Trunks en lui faisant faire partie de la Time Patrol, les patrouilleurs du temps. C'est des idées qui viennent amplifier ce que Toriyama a déjà créé. Le fait d'introduire des Makaioshin, sachant que Toriyama avait très peu développé ce thème-là dans l'œuvre originale. Mais là, il y a des mecs qui se sont dit, tiens, là, il y a un bon filon à développer. C'est ce genre de choses, typiquement, que la Dragon Ball Room peut faire, et veut faire, et pas que dans les jeux vidéo. Je poursuis. Selon Iyoku, il est dur de définir le moment exact où cette section a été créée, mais il y avait depuis longtemps des discussions au sein de la Shueisha sur comment mettre en place un point de contact pour les entreprises extérieures au sujet de Dragon Ball, qui avait fini sa sérialisation. À la fin, ils ont décidé d'établir une nouvelle section pour contacter Toriyama Sensei et d'autres choses permettant de laisser vivre la franchise indéfiniment. Et là, ça revient un peu à ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que Dragon Ball était fini. Même si on voyait des jeux Dragon Ball arriver de manière un peu ponctuelle comme ci comme ça, même si vous avez des rediffs de Dragon Ball à la télé, en quelque sorte Dragon Ball n'était pas mort mais c'était fini. C'est triste à dire mais c'était bien fini. Même s'ils avaient poursuivi un tout petit peu l'expérience avec Dragon Ball GT uniquement en animé, notre expérience à nous Dragon Ball était quand même plus ou moins bouclée. Et donc ça devenait dur de contacter ce qu'ils appellent des entreprises extérieures pour développer des produits dérivés. Sans nouvelles idées, difficile de convaincre des entreprises de se lancer dans la production et surtout dans la vente et la commercialisation à nous, fans et clients, de nouveaux produits dérivés. Imaginez-vous, aujourd'hui il n'y a pas eu Dragon Ball Super, il n'y a eu aucun film, ni Fukatsu no F, ni Battle of God, ni rien du tout, seulement quelques jeux par-ci par-là, quelques Xenoverse. Si vous arrivez dans les rayons de vos magasins préférés et que vous voyez plein de figurines, de cartes et tout ça de Dragon Ball, et qu'au final ça retourne tout autour de Dragon Ball Z, et que d'un coup vous voyez des figurines qui débarquent autour du gros bout, de Freezer, de Cell, de Super Vegeta, des choses comme ça. Alors ça serait super cool pour les fans de la première heure. Mais ça, au final, les fans de la première heure prêts à dépenser de fortes sommes d'argent, parce qu'une figurine, ça monte très vite le prix. Et du coup, être prêt à dépenser de très fortes sommes d'argent dans des produits dérivés, n'apportant au final pas grand chose de neuf, mais venant flatter uniquement notre nostalgie, eh bien ça va toucher qu'une minorité. Tandis que si vous redéveloppez des œuvres, vous apportez de nouvelles idées à nous, les fans, ça va nous stimuler, ça va faire monter la hype chez tout le monde. Et voir débarquer maintenant des produits dérivés dans lesquels on a du Super Saiyajin Blue, du Golden Freezer, je vous donne juste un exemple à travers les figurines bien sûr, eh bien ça donne envie d'acheter, et ça donne cette envie-là à un public bien plus large. Il faut bien se dire que même s'il y a des personnes ayant connu Dragon Ball étant jeunes, certaines d'entre elles vont sensibiliser leurs enfants ou leurs petits cousins, leurs petits frères à ce qu'est Dragon Ball. Mais ça n'aura pas le même goût, ils vont se dire regarde-moi c'est quoi ce truc de vieux. Alors c'est vrai que Dragon Ball est indémodable, vous montrez Dragon Ball à un jeune d'aujourd'hui, il va kiffer de suite. Mais ça peut avoir un aspect assez lourd, du style regarde-moi ce vieux, il me montre des trucs de son époque, j'en ai rien à foutre, laisse-moi tranquille. Tandis que si ça arrive sur vos télés, sur vos écrans, sur vos sites internet, sur vos groupes Facebook, sur les publicités dans la rue, parce que j'ai vu qu'il y avait des publicités pour Dragon Ball Super sur la chaîne Toonami qui sont dans les abris de bus, ça rentre dans votre esprit tout simplement comme étant quelque chose de nouveau.
Et certains, je suis sûr que beaucoup même d'entre vous qui écoutez cette vidéo, et je suis sûr que c'est pareil dans toute la France, au Japon, pareil, et pourtant c'est le pays d'origine de Dragon Ball, je suis sûr que des petits jeunes découvrent Dragon Ball par Dragon Ball Super. Ça peut être difficile à croire parce que Dragon Ball est super connu, mais je suis sûr qu'il y en a qui ne connaissaient pas ou qui connaissaient vraiment de nom, comme ça de loin, ce qu'était Dragon Ball, et ça leur a permis de découvrir. Et par la suite, ils vont se dire, tiens, ça me plaît beaucoup, je vais aller voir ce qui s'est fait avant. Comprenez par là que si vous voulez avoir une stratégie économique viable, tout simplement, il faut proposer de nouvelles idées. Et de toute façon, avant de poursuivre, vous voyez bien qu'il y a bien écrit et qu'il a été prononcé par la Shueisha que la volonté est de laisser vivre la franchise indéfiniment. Comme je vous ai dit, on ne s'emballe pas, franchise ça ne veut pas dire Dragon Ball Super, franchise ça veut dire Dragon Ball. Après ils peuvent très bien créer une nouvelle série, et ça je vais vous en parler bientôt sur la chaîne. Ils peuvent faire des films, des OAV, TV spécial, tout, je vais pas me répéter mais ils peuvent tout faire à partir de là. Du moment où ça permet de faire vivre la série, et bien sûr, il faut que ça soit un minimum conséquent. C'est pas en nous sortant quelques goodies, 2-3 t-shirts et quelques cartes que la franchise va vivre indéfiniment. Ce n'est pas comme ça. Il faut quelque chose à nous mettre sous la dent, quelque chose à consommer, quelque chose d'audiovisuel, forcément. Maintenant, on aborde un paragraphe un peu plus petit, en termes de taille, qui nous dit que mais cela pose une question. La série TV Dragon Ball Super, actuellement diffusée les dimanches matins sur Fuji TV, est une nouvelle série basée sur une idée originale d'Akira Toriyama, et tourne également dans le V-Jump, dessiné par Toyotaru. Ioku répond ainsi: moi et toutes les personnes en charge de Dragon Ball Super sommes du département éditorial du V-Jump, et tous membres de la Dragon Ball Room. Si on détaille cela, la Dragon Ball Room fait également partie du département juridique, et était conçue à l'origine comme l'intégration du département éditorial et du département juridique. Les deux faisaient le même job, donc ils ont décidé de le faire ensemble. Comprenez par là que cette fameuse Dragon Ball Room va avoir des impacts plus ou moins gros sur Dragon Ball Super. Aussi bien sur le Dragon Ball Super qui est prévu de base, c'est-à-dire je vous donne un pur exemple. Ce n'est pas une prédiction, ce n'est pas une affirmation, seulement un exemple. Imaginez que Toriyama et la Toei Animation se sont dit d'accord, Dragon Ball Super fera 200 épisodes. Eh bien, cette fameuse Dragon Ball Room influera ce qui va se passer durant ces 200 épisodes. Mais en même temps, la Dragon Ball Room peut avoir un impact sur une éventuelle prolongation de Dragon Ball Super au-delà de ces 200 épisodes. D'ailleurs, Toriyama est le parfait exemple en tant que personne pouvant se laisser convaincre pour pouvoir poursuivre une œuvre. Dragon Ball a été poursuivi, je vais pas vous refaire tout l'historique, vous connaissez très bien l'histoire je pense. C'est devenu presque un mythe comme quoi Dragon Ball devait s'arrêter par exemple à la saga Freezer et dans bien d'autres sagas, et ça a continué par la pression des fans. Si maintenant on y rajoute une Dragon Ball Room faisant pression dessus, je suis sûr que celle-ci pourra avoir de très bons impacts sur la série. Sur les impacts scénaristiques, ne vous inquiétez pas, il y a un paragraphe qui explicite mieux tout ça, donc on va en parler plus tard pour éviter de se répéter. Ioku indique qu'un des rôles majeurs de la Dragon Ball Room est l'inspection de la commercialisation. Il semble se coordonner avec la Toei Animation qui produit la série télé et gère la supervision éditoriale et les documents officiels, ainsi que le merchandising. Bon, pas grand chose à rajouter, mis à part que l'aspect économique est prépondérant, et c'est normal, et c'est même bien parce qu'on arrive maintenant à avoir de plus en plus de cohérence de fond entre l'anime et le manga. La Dragon Ball Room va pouvoir faire un lien entre les deux, et ça c'est super cool. Et c'est même sûrement ça qui va mener au fait que Toyotaru a déclaré récemment qu'il prendra le dessus sur l'histoire, c'est-à-dire que le manga aura de l'avance sur l'anime et qu'il en donnera les directives. C'est sûrement, j'en suis persuadé en tout cas, une initiative de la Dragon Ball Room. Nous décidons également le contenu des jeux, comme le jeu d'arcade Super Dragon Ball Heroes ou la série des Xenoverse. Vous voyez, on en parlait en début de vidéo. En faisant partie de cette équipe merchandising, cela nous permet de rendre la franchise encore plus importante et influente. Le jeu 3DS Dragon Ball Fusion est destiné au public plus jeune, en mettant en scène les fusions des personnages les plus populaires qui n'ont jamais été vus dans la série originale. Les membres de la Dragon Ball Room pensaient que c'était quelque chose que les enfants aimeraient. En plus du développement du merchandising local, un autre élément majeur est l'expansion à l'international. Alors là, on s'arrête vite fait pour parler vite fait de Dragon Ball Fusion. Vous avez compris qu'ils essayent de créer différentes extensions de la franchise Dragon Ball afin de toucher tout public. Ils n'essayent pas de cibler une niche de spectateurs ou de fans ou d'acheteurs. Ils essayent de toucher chaque type d'acheteur, mais en leur proposant différents types d'œuvres. Et c'est une plutôt bonne stratégie. Et c'est moins prétentieux plutôt que de se dire, regardez, on vous sort ce produit-là et il va s'adapter à tout le monde. Ils sont plus réalistes justement dans la création de leur stratégie commerciale. Et c'est plutôt bon à savoir pour nous fans en tant que consommateurs.
Parlons maintenant de l'international. Il semble que ce qui soit la base de ce qui rend un personnage populaire au Japon ne soit pas la même qu'à l'international. À l'international, la force détermine la popularité. Une des différences majeures entre le Japon et le reste du monde est la renommée particulièrement impressionnante du personnage de Broly, qui apparaît en tant qu'ennemi dans 3 films, dont un dans lequel il s'agit d'un clone de lui, c'est Bio Broly. Broly a des muscles monstrueux et donne du fil à retordre à Goku, donc la version Super Saiyan de Broly est très populaire. Vous comprenez alors que la base de fans de Broly est très différente au Japon que en France, aux USA et tout ça. En gros, tout ce qui est hors Asie et hors Japon, je dis hors Asie parce qu'on a très bien vu que quand même les mangas coréens, les manhwas sont quand même assez proches dans l'idéologie des mangas japonais. C'est plus une variante que quelque chose de très différent. Mais on comprend bien que côté Occident, eh bien, on aime globalement les personnages qui sont super forts. Tandis qu'au Japon, c'est plus la particularité du personnage, son côté atypique qui va faire qu'il est aimé. En gros, sa valeur ajoutée, son côté hors du commun. Et si par exemple, je vous en cite un, Jaco le patrouilleur, il est très aimé au Japon, ou pour rester dans l'œuvre de Toriyama, Harale de Dr Slump est super bien aimée. Elle fait partie des personnages de manga les préférés au Japon. Tandis qu'en France, ça reste rigolo, mais sans plus. Ou tandis que Jaco, il reste aussi assez parfois comique ou quelque chose comme ça, mais on s'en fout. Bien sûr, je ne généralise pas. Hein. Moi non plus, je m'en fous pas de Jaco, mais c'est pour vous exprimer une tendance globale. Et ils n'ont pas manqué de cibler le personnage de Broly. Et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que même depuis le Japon, ils sont super bien renseignés sur ce qui plaît ailleurs. Et là, on en vient directement à faire le lien avec Dragon Ball Super. Vous avez tous vu le nouveau trailer, le nouvel opening dans lequel on voit une fille se transformer en mode Broly, on va dire, en mode Super Saiyajin légendaire. Tout le monde l'a appelé Broly femme, Broly fille. Et si vous vous rappelez bien, je vous avais dit sur la chaîne que j'étais persuadé que cette idée-là ne pouvait pas venir de Toriyama. Ça ne lui ressemblait pas. Et à la limite, ça pouvait venir de Toyotarou, mais j'étais pas très chaud sur ça. Du coup, on a une belle confirmation, un peu implicite, c'est pas forcément avoué, on va dire une confirmation à demi-mot, que la Dragon Ball Room est venue soumettre l'idée d'introduire Broly dans Dragon Ball Super. Qu'ils ont dû y réfléchir 5 minutes au plus, et se dire que c'était très difficile d'introduire Broly en tant que tel, mis à part refaire un clone ou créer une nouvelle timeline dans laquelle il existerait. Mais le refaire revenir et l'introduire dans la continuité de Dragon Ball, ils ont dû se mettre tous autour d'une table et se rendre compte que c'était pas vraiment possible. Ils ont dû bien faire comprendre à Toriyama et à la Toei Animation que le chèque qu'ils recevraient derrière par le biais des ventes et des produits dérivés et du visionnage sur internet, parce qu'il y a beaucoup de sites de streaming payants maintenant qui se mettent à Dragon Ball Super, du coup que ce chèque-là serait beaucoup plus énorme s'ils introduisaient un Broly d'une manière ou d'une autre. Voilà ce qui a donné naissance à Broly femme. Après, ce n'est pas parce que c'est motivé par l'argent que c'est foncièrement mauvais. De toute façon, tout dans une œuvre est quasiment ou presque motivé par l'argent, surtout quand vous faites un reboot d'une vieille série à succès qui a 30 ans. Forcément, c'est pour l'argent, c'est pas pour vos beaux yeux. Mais en tout cas, je trouve que c'est bien de la part de Shueisha d'être transparent sur le rôle et sur les fonctions de cette fameuse Dragon Ball Room et de le dire de manière explicite. Je pense que c'est bien et en tout cas moi j'apprécie quand il y a un minimum de clarté dans la communication. Surtout que souvent les grosses boîtes et grosses entreprises, au final c'est un peu des fantômes, ils nous parlent pas. On amorce le dernier paragraphe ou l'avant-dernier, on va pas chipoter, pour 2 lignes à la fin. On nous dit que 2016 marque les 30 ans de Dragon Ball, depuis ses débuts dans le Weekly Shonen Jump en 1986. Avec cette étape des 30 ans, Iyoku dit que parmi les fans, il y a eu un relais générationnel. Les parents sont de la génération qui a connu la série en temps réel, et je suppose que l'on pourrait dire qu'ils ont poussé leurs enfants à suivre Dragon Ball. Je pense que parce que nous avons su franchir cette étape, que la série est si populaire aujourd'hui. Et là, ça fait un lien avec ce que je vous disais tout à l'heure, comme quoi les parents propulsent aussi les enfants vers Dragon Ball. Par parents, comprenez les plus anciens, pas forcément les pères ou les mères. Il y a aussi les frères, les amis, les cousins, il y a de tout. Et comme le dit Iyoku, ceci est un magnifique tremplin pour pouvoir propulser de nouvelles œuvres issues de la franchise Dragon Ball. Sans ça, ça ne pourrait pas exister. Le fait que les parents poussent la nouvelle génération à consommer Dragon Ball est un magnifique tremplin, mais ça ne suffit pas en soi. Du coup, il faut ensuite proposer du nouveau, encore une fois. Ils nous disent que Linestamp est devenu le générateur en temps réel de buzz avec des contenus comme Freezer le boss idéal ou encore Yamcha est allé trop loin. On ne va pas développer sur Linestamp, mais ils veulent juste dire que l'esprit collectif et tous les fans à travers le monde arrivent à créer des phrases cultes et des effets de mode par rapport à Dragon Ball. Vous en avez tous vu passer ce qu'on appelle des mimes, des mèmes sur internet à propos de Yamcha en mode PLS et tout ça. Voilà, c'est un peu ça qu'ils veulent imager. Récemment, ils sont devenus conscients du fait qu'ils pouvaient créer des choses différentes, ce qui est une autre réussite à Dragon Ball Room. Plutôt que de faire simplement des goodies, nous sommes à un moment où nous pouvons tout planifier et les créer ensemble.
Ils nous font bien comprendre, et ça confirme bien l'idée, qu'ils veulent aller beaucoup plus loin que de simples t-shirts par exemple sur lequel vous avez un Yamcha allongé avec une phrase écrite dessus que tout le monde va répéter ou va rigoler par rapport à ça. Ils veulent s'associer à ces créateurs, ces entreprises qui ont la possibilité, la capacité de distribuer et de vendre des produits dérivés et d'amplifier ça mais fois 100. Et je pense que la plupart d'entre vous se sont déjà rendus compte, ici même en France, du nombre de produits dérivés qui sont en train de revenir, produits dérivés Dragon Ball bien sûr, qui sont en train de revenir dans les boutiques. On a de moins en moins besoin d'aller dans des boutiques super spécialisées qui font de l'import du Japon et tout ça pour trouver des produits dérivés Dragon Ball. Alors bien sûr, c'est pas comme à l'époque, quand moi par exemple j'étais enfant, où il y avait des produits dérivés Dragon Ball partout. Mais il y en a de plus en plus. Je vois de plus en plus de petits porte-clés, de figurines pop, de cartes de vœux aussi, j'ai vu, ce qui est un peu bizarre. Des t-shirts, il y a beaucoup de choses que je vois arriver dans des magasins grand public, classiques, traditionnels. Alors que ça n'existait pas. Le fameux agenda, j'ai vu aussi ça pour les étudiants, les collégiens, tout ça. J'ai vu qu'il y avait des agendas aussi, Dragon Ball Super. Alors que Dragon Ball Super, c'est tout récent. Vraiment, ça touche de plus en plus de pays en dehors du Japon. Et c'est là où la Dragon Ball Room veut en arriver. Nous inonder clairement de bons produits dérivés. Tant que ça reste bon, je suis d'accord avec. Après, libre à chacun d'investir ou pas dedans. Et en parallèle, de nous inonder d'œuvres Dragon Ball, que ça soit des jeux, que ça soit des films, que ça soit des séries, histoire de renouveler chez nous cet engouement pour la série. Et pour conclure, je pense vraiment d'un avis très personnel que très très bientôt, déjà on aura un 3e film Dragon Ball, comme on a eu Battle of God, Fukatsu no F et on aura un 3e. D'ailleurs, je crois, si je dis pas de bêtises, que Toriyama avait déclaré qu'il y en aurait 3, donc ça serait pas surprenant, mais on en aura d'autres. Sûrement pour faire des reboots de vieux personnages déjà connus dans d'autres films, même si ça serait dur à expliquer, mais du Hildegard, du Janemba, du Couleur, tout ça, on peut être amené à les revoir d'une manière ou d'une autre. Dans les films, ce n'est pas canon, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent en fait, mais on va avoir aussi de nouveaux ennemis, de nouvelles menaces issues de films. On pourra avoir des mini-séries. Pourquoi ne pas innover aussi sur le format ? Pourquoi partir toujours sur des séries de 200-300 épisodes ? Bien sûr, au niveau des jeux, je pense, de manière très personnelle, qu'on aura un 3e Xenoverse et qu'après ils vont dériver sur autre chose. Trop de Xenoverse va tuer le Xenoverse. Et ils sont tous là pour y réfléchir ensemble. Et quoi de mieux que d'avoir l'auteur et les personnes travaillant de très près avec l'auteur réunis autour d'une même table pour en discuter. Plutôt que d'avoir un studio qui va bosser sur ça dans son coin, peu importe que le studio soit talentueux ou pas, mais en tout cas il va y réfléchir dans son coin sans consulter vraiment la source de toutes ces idées-là, et après le soumettre de manière globale avec un cahier des charges qui doit être sûrement très lourd à lire et à digérer, qui au final risque d'être lu en diagonale et validé de la même manière. Je pense que c'est beaucoup mieux de partir sur ce type de manière, de typologie de travail. Je vous lis la dernière phrase avant de se quitter sur cette vidéo. En tout cas, laissez-moi savoir ce que vous en pensez en zone commentaire. Est-ce que c'est bon pour l'avenir de la série ? Est-ce que ça sous-entend pour vous le prolongement en fait de Dragon Ball Super, la série ? Je pense qu'il a fort à parier que oui, mais dans tous les cas, même si c'est pas du Super, il y aura autre chose, ça j'en suis persuadé. Dites-moi ce que vous attendez par exemple comme retour de personnages, que ça soit dans Dragon Ball Super ou autour, dans d'autres films, et quel type d'intrigue vous aimeriez voir, d'intrigue nouvelle. Ça je pense que c'est le plus intéressant. Selon vous, qu'est-ce que vous aimeriez voir être développé dans Dragon Ball ? Comment vous, en fait, vous innoveriez dans Dragon Ball ? Comment vous apporterez de la fraîcheur à la série ? Ça, c'est très intéressant à savoir. Et je vais conclure en lisant la dernière phrase de cette interview, enfin de cette conférence, pardon. La naissance de la Dragon Ball Room est à coup sûr un bon stimulateur pour la licence Dragon Ball et ses évolutions, bien au-delà de 2017. Donc je pense qu'on va se quitter avec cette phrase qui nous laisse très très optimiste quant aux suites de la franchise Dragon Ball. Vous avez tous compris, j'ai pas besoin de l'analyser. On part vraiment sur une optique indéfinie de Dragon Ball. Et en gros, c'est tant que nous, consommateurs et fans à travers le monde voudront du Dragon Ball, ils seront là pour nous en donner, entre guillemets, nous en faire acheter. Les devins, je vais vous laisser sur ces mots et vous remercier. Prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci et à plus pour de prochains arts divinatoires.